Merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Week-end, toujours avec moi pour débattre avec une actualité assez riche en ce vendredi. Véronique Jacquier, Louis de Ragnel, Élodie Miexarek et Nathan Dever. Je vous ai promis d'aller en Allemagne. On va retrouver dans quelques instants Claude Moniquet, notre spécialiste terrorisme. Pourquoi je vous amène en Allemagne? Parce que les autorités allemandes ont affirmé ce vendredi avoir déjoué un attentat islamiste à la machette planifié par un Syrien qui voulait s'en prendre à des soldats. Le suspect est âgé de 26 ans. Il a été arrêté hier. Pour tout savoir, il va tout nous dire, c'est Claude Moniquet, notre spécialiste terrorisme. Bonsoir Claude. Un Syrien a donc été arrêté. Racontez-nous comment les choses se sont produites. Bonsoir Thierry. Oui, en fait, une fois de plus, c'est l'alerte en Allemagne. Les services de renseignement avaient repéré dans le sud de l'Allemagne, donc en Bavière, un jeune Syrien de 27 ans dont on ignore à ce stade quel est le statut en termes de situation en Allemagne. Est-ce qu'il était illégal, réfugié, etc. On ne le sait pas encore. Et ce garçon préparait l'attaque dans une petite ville qui s'appelle Hof, pas loin entre Munich et Nuremberg, l'attaque de plusieurs restaurants dans lesquels se retrouvent vers midi, 13h, se retrouvent des militaires pour leur pause déjeuner. Il voulait en tuer le maximum possible et il a fait des repérages. Il avait déjà acheté 2 machettes qui ont été saisies à son domicile. Donc c'est une affaire qui était déjà à un stade de préparation relativement avancé et qui évidemment inquiète particulièrement les autorités. Claude, vous le disiez, que se passe-t-il en Allemagne? Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est la 4e alerte en 3 semaines, c'est cela? Absolument, la 4e. Si on remonte au printemps, c'est même la 5e, puisqu'il y a eu l'attaque au couteau de Duisburg pendant la préparation des élections européennes. On a eu bien entendu la tuerie de Solingen le 23 août, 3 morts et 9 blessés graves par un Syrien qui aurait dû ne pas se trouver en Allemagne et être expulsé, mais qui malheureusement s'y trouvait. On a eu la tentative d'attentat le 5 septembre contre le consulat israélien à Munich, qui fort heureusement a été fermé, tentative qui avait été perpétrée par un Autrichien d'origine moyen-orientale qui a été abattu par la police. Quelques jours plus tard, on a eu la tentative d'intrusion d'un Albanais radicalisé dans un commissariat de police qui voulait tuer des policiers avec des machettes et qui s'est assez stupidement retrouvé, mais heureusement par la police, retrouvé coincé entre les 2 portes d'un sas et a été arrêté. Et puis aujourd'hui, on a cette affaire de Syrien qui est arrêté. On a vraiment effectivement l'impression que la menace terroriste, qui pendant très longtemps en Europe, la menace terroriste islamiste était concentrée sur la France, s'est déplacée en tout cas en partie sur l'Allemagne. Merci Claude Moniquet, donc notre spécialiste terrorisme sur CNews. Louis, réaction? C'est vrai, il le disait, Claude, que se passe-t-il en Allemagne? Tout est assez sidérant de ce qui se passe en Allemagne, parce qu'il y a à la fois effectivement des alertes qui augmentent et il y a une sorte de réveil politique d'Olaf Scholz, parce qu'il a vu que l'AfD, surtout le parti d'extrême droite allemand, a fait une explosion lors des dernières élections. Et donc il se réveille et enfin on a l'impression que, si vous voulez, les sociodémocrates et les partis centristes allemands ouvrent les yeux sur une menace qu'ils feignaient de voir, qu'ils ne voulaient pas voir jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, l'Allemagne, je pense, n'est pas du tout au bout de ses peines. Il ne faut pas oublier qu'ils ont accueilli un peu plus d'1 million d'immigrés après la chute, enfin après la guerre civile en Syrie. C'est l'Allemagne qui était un peu le pays moteur en Europe pour inciter tous les autres, d'ailleurs, à ouvrir leurs portes. Et d'ailleurs, la France, à ce moment-là, je me souviens même en 2015, Bernard Cazeneuve, qui était le ministre de l'Intérieur, avait ordonné le rétablissement du contrôle systématique aux frontières, à la frontière franco-italienne, parce qu'il considérait que vraiment là ça commençait à faire trop. Et ce qu'on constate aussi donc politiquement, eh bien c'est que l'extrême droite allemande est en train de percer. Et maintenant, beaucoup de gens, même très centristes, commencent à se dire, mais en fait, on a peut-être fait beaucoup trop. On a accueilli beaucoup trop de communautés étrangères. Et historiquement, les Allemands ont une communauté turque très présente, très importante, qu'ils ont fait venir. Et ça, pour le coup, c'était un choix pour à la fois des besoins de main-d'œuvre et aussi parce qu'ils avaient des problèmes de natalité. Parce qu'il y a un vrai défi autour de la natalité en Allemagne. Et donc l'Allemagne est confrontée à ce problème qui est à peu près le même, le problème migratoire et ensuite, je pense, un certain nombre d'attaques qui menacent le pays. Et manifestement, donc le chancelier allemand maintenant
est en train de prendre des mesures extrêmement fermes. Et on l'évoquait en antenne, mais on a vu un discours, c'était mercredi, dans le Bundestag, où il était très offensif. Avec ce pragmatisme allemand qui fait que quelqu'un... Non mais Olaf Scholz, c'était le défenseur de l'ouverture des frontières, c'est très soutenu par les écolos, c'est vraiment quelqu'un de gauche. Et tenir ce discours-là, on se faisait cette réflexion, on se disait, mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, on pourrait entendre des écologistes ou des gens très à gauche être capables de tenir ce discours-là, celui d'Olaf Scholz, et l'attitude, dans une période de crise que l'Allemagne est en train de vivre. Véronique, Nathan et Élodie. Oui, il y a peut-être un avant et un après l'attaque de Solingen cet été, parce que c'était dans une petite, c'était fin août, 24 août je crois. C'est un Syrien qui est passé à l'attaque avec un couteau et qui a tué 3 personnes, qui en a blessé 8. Et c'était durant une fête locale. Donc là, l'Allemagne se sent vraiment attaquée dans sa chair, dans ses fibres. Voilà, c'est l'insouciance qui est attaquée. Et on a l'impression qu'il y a un avant et un après, parce que effectivement, l'Allemagne a accueilli 1 million de personnes à partir de 2015, notamment beaucoup de réfugiés syriens. Donc il y a cette idée effectivement d'un échec de l'intégration et de l'assimilation. Il y a aussi peut-être la fin d'un pragmatisme sur la question d'une immigration à finalité économique, et on se rend compte que on accueille pour intégrer parce qu'on ne fait plus d'enfants et qu'on a besoin de bras et que c'est une main-d'œuvre qui n'est pas chère. Ça, l'Allemagne finalement assumait d'ailleurs ce discours. On vous accueille, vous faites votre vie chez nous, mais voilà, on a aussi besoin de bras. Et puis là, on arrive au bout de cette réflexion, c'est-à-dire mais quelle réponse civilisationnelle par rapport à ce qui nous arrive. Et puis troisième chose, où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que oui, il y a un réveil de la classe politique, mais la seule réponse du ministre de l'Intérieur par rapport à l'attaque de Solingen, c'est on va empêcher le port d'armes blanches dans les fêtes populaires. Ça me paraît un peu court. À mon avis, il faudrait quand même entamer une véritable réflexion sur les individus qui portent ces couteaux et pas sur la prégnance du port des couteaux et leur interdiction. Oui, mais on ne se pose toujours pas la question quand même du profil de ces individus et pourquoi tant d'armes en circulation. On ne se pose pas non plus d'ailleurs la question en France, d'après moi. Nathan Devers. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut poser le problème à une plus large échelle. Si on parle de la Syrie et de la relation entre la Syrie et l'Allemagne, il faut remarquer que la Syrie est un pays qui a été abandonné par l'Occident. Barack Obama avait fixé à l'époque une ligne rouge à ne pas franchir, à savoir l'utilisation d'armes chimiques contre les populations civiles. Quand M. Poutine et M. Bachar el-Assad ont franchi cette ligne rouge, il a décidé, pour des raisons de politique intérieure, de rester absolument inactif. Et donc la Syrie s'est écroulée sous nos yeux impuissants, 400 000 morts, plus de 400 000 morts d'ailleurs, et puis globalement un pays comme ça qui s'effondre. À l'époque, l'honneur d'Angela Merkel, ça a été de dire, mais encore une fois, l'Europe n'avait pas la clé de la décision. L'Europe était prête à intervenir en Syrie, elle n'a pas pu à cause de Barack Obama, et donc l'honneur d'Angela Merkel à ce moment-là, ça a été de dire, nous allons accueillir les populations civiles. On se souvient de ce que c'était quand même. C'était une horreur. C'était des populations. À l'époque, un certain monsieur Mélenchon disait que monsieur Poutine faisait le travail en Syrie, mais c'était une horreur absolue. Il ne faut pas mélanger ça. Il y avait des alertes, Nathan. Enfin, moi, je me souviens très bien de cette période-là. Globalement, l'Occident ne s'est pas préparé à intervenir en Syrie. La France était prête, par exemple. Non. Nous, on a fait des livraisons d'armes, d'ailleurs, qui se sont retrouvées ensuite dans les mains des cousins germains de l'État islamique. C'était d'ailleurs une grave erreur que nous avons commise. Mais l'armée française ne s'est pas préparée à intervenir en Syrie. Le fameux soir où Barack Obama se rétracte, les avions étaient prêts à décoller des porte-avions. Oui, mais des avions pour faire des frappes. Mais nous, on s'est pas dit qu'on allait intervenir. Non, bien sûr, voilà. Pas comme en Irak, naturellement. Et je me souviens après de vraiment très très bien de cette période-là où il y avait quand même énormément d'alertes qui étaient de sonnettes d'alarme qui étaient tirées pour dire attention, oui, la générosité, oui, mais il faut filtrer, mais il faut contrôler. Mais c'est justement, on peut pas accueillir tout le monde de manière indistincte. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce que j'allais ajouter, c'est que en effet, parmi les individus qui sont arrivés, il y a des gens qui étaient absolument pas des civils qui fuyaient Bachar el-Assad ou qui fuyaient Daesh, mais qui étaient aussi des islamistes infiltrés. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. C'est une évidence. Et les attentats que nous avons vécus l'ont en effet prouvé. Et donc, ça nous renvoie à la grande lutte, mais qui n'est pas une lutte qui peut se poser en question de politique intérieure, ni à l'échelle de l'Allemagne, ni à l'échelle de la France, ni à l'échelle de l'Europe. C'est une question internationale et c'est une question qui se jouera à la fin des fins
et au début des débuts aussi, dans le monde musulman, dans un pays comme la Syrie, en Irak, en Égypte, etc., etc., la lutte, j'aime pas l'expression de l'islam des Lumières, mais en tout cas d'une démocratie qui a un socle évidemment de la culture musulmane dans les pays musulmans, contre l'islamisme. Et c'est cette lutte-là qui est centrale. Un dernier mot sur le sujet, Élodie Mielzarek. Vous parliez de pragmatisme, alors je vais faire cet effort-là, parce que c'est vrai que voilà, là on nourrit des réflexions, mais moi je me pose une question qui est très simple. Aussi, hein. Je vous rappelle. Donc je redescends peut-être d'un cran, mais je me pose une question qui est très simple de comment est-ce qu'on fait pour avoir une machette? Et là déjà, moi je comprends pas bien en fait comment un individu déjà peut se balader comme ça dans la rue avec ce type d'instrument. Je discutais la dernière fois avec une amie qui est aux douanes à l'aéroport. Les couteaux se multiplient. Hein, oui, tout à fait, mais parce que justement, donc il y a bien, pas contrôler chaque individu. Hein. Eh bien, il y a un commerce qui est fait de ça, mais il y a aussi une circulation. Je discutais avec une amie qui est aux douanes à l'aéroport Charles de Gaulle, et elle me disait ah non, mais moi des machettes, j'en vois quasiment tous les jours. En fait, c'est dans des bagages, et ça. Mais a priori, si c'est en soute, c'est ok, ça passe. Bah déjà, moi ça c'est quelque chose. Des machettes qui passent dans les soutes. Oui, tout à fait. Des machettes de collection. Bah sans doute, parce qu'effectivement c'est considéré. Non, mais il y a une considération qu'effectivement ça peut être un objet culturel ou autre. Donc déjà ça c'est un point qui m'échappe. Alors je comprends qu'on résoudra pas le problème effectivement en supprimant à tout prix les armes blanches, mais je trouve que ça raconte aussi beaucoup quand même de notre vision et de ce déséquilibre qui se présente maintenant avec des gens qui sont armés légalement, finalement, on l'apprend, et puis des gens, sans doute comme vous et moi, qui ne portons aucune arme. Et là, je me pose, moi, de sérieuses questions. On voit que le tir sportif connaît un taux d'abonnement qui explose, mais voilà les questions que nous devons aussi nous poser légitimement. Donc, qu'est-ce que ça va donner tout ça ?